Madame Beau. Bonjour, Merci pour votre acceptation. je vous en prie, je suis très contente de vous avoir chez moi. Donc voilà, vous êtes une figure féminine importante dans le monde des affaires, à la fois en France mais en même temps à l'étranger. Vous avez un parcours que je trouve à mes yeux assez intéressant. Donc vous êtes parti de rien et puis petit à petit vous avez monté des échelons. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas? Oui, je suis sûre que vous avez lu mon livre Oui, qui expliquera mieux que je peux le faire maintenant ce que j'ai fait dans toute ma vie. Bon, j'ai eu le privilège de commencer juste après la guerre, au moment où il y avait, je dois dire, beaucoup de trous dans les employés de la banque où je suis rentrée d'abord, parce que la guerre avait été passée par là et en plus c'était une banque juive. Donc je suis tombée sur des gens tout à fait bien qui m'ont aidé à progresser et j'ai été donc dans la banque. J'ai fini comme présidente de banque des années plus tard, mais j'ai fait, disons, toute ma première carrière dans la banque. Ensuite, je suis allée dans un groupe plus financier qui était le groupe de Jimmy Goldsmith et nous avons ensemble créé un groupe beaucoup plus dont les activités étaient bien plus étendues, de la presse à l'agroalimentaire, à la banque, à la finance. Et de là, nous sommes partis même pour prendre des forêts aux États-Unis. Enfin, nous avons eu un parcours assez original en France. Et puis voilà, et ça c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai fait également un petit peu de temps en politique avec Raymond Barre. Et j'ai dirigé plus tard, quand j'ai terminé mes activités financières, j'ai dirigé une société de pétrole. Et puis j'ai dirigé aussi une société bien connue que vous connaissez comme tout le monde, qui s'appelle Adidas. Voilà, et puis maintenant je suis une fermière en Argentine. Voilà. quelque part vous revenez à l'état original, c'est-à-dire que vous avez une famille, enfin des parents à la fois issus du monde paysan, c'est ça? Mes Et parents, non, pas du tout. arrière-grands-parents, tout ça? Non, 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 j'ai Non? pas eu de paysan. Si, du côté paternel, Voilà, vous avez raison. c'est ça. Mon père, elle était d'une famille paysanne, Oui, corse. oui, Ma mère était par contre d'une famille noble et tout à fait du centre de la, enfin, du Val-de-Loire. c'est ça. Bon, avant tout ça, vous avez commencé quand même par des petits boulots assez compliqués. Enfin, vous travaillez sur des ceintures, c'est ça? Pardon. Vous travaillez sur des ceintures, enfin, vous faisiez des petits Ah boulots oui, au mais départ. vous en avez lu des choses. Oui, mais je trouve ça Vous très en avez touchant, lu des très choses. Oui, intéressant. j'ai commencé en même temps que je suivais des cours de sténotypie. Oui, J'ai aussi effectivement cousu des ceintures, comme on le faisait après la guerre, qui étaient des grandes ceintures qui vous affinaient la taille. C'est vrai. vous avez fait aussi du scout, ça vous a permis J'ai d'apprendre l'esprit d'équipe. tout à fait, tout à fait. C'est une très bonne formation que le scoutisme, que je ne regrette pas du tout. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé? Je pense, à mon avis, c'est la faillite, c'est la Grande Dépression qui vous a poussé à réussir. Mais j'avais pas le choix. Oui, J'étais la fille aînée. Maman avait beaucoup de qualités, mais la pauvre n'avait jamais rien appris dans le domaine. Elle avait été une femme au foyer, en quelque sorte. oui, Et mon frère était plus jeune que moi, donc j'avais pas le choix. Mon choix était de gagner ma vie. Et tant qu'à gagner sa vie, on essaie de le faire dans les meilleures conditions possibles. J'ai donc progressé progressivement. Mais j'ai pu le faire aussi parce que l'époque était une époque où il manquait de gens partout, que tous ceux qui avaient envie de faire quelque chose pouvaient le faire. oui, Je suis sûre que c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est peut-être un peu plus difficile avec le chômage que nous avons. oui. Donc, racontez-nous votre rencontre avec Monsieur Goldsmith. C'était en 67, c'est ça? Tout à fait. Oui, Vous savez, il était venu à Paris pour chercher une affaire cotée en bourse, qui était ce que l'on appelle une coquille. oui, C'est-à-dire qu'il n'avait plus beaucoup d'activités, qu'il faisait partie d'un groupe plus important dont j'assumais la liquidation. Et il voulait acheter cette société. C'était en décembre 67 en effet. J'avais deux autres groupes qui étaient intéressés par la même société, mais qui ont considéré que les vacances de Noël étaient plus importantes
que cette affaire qui ne voulait faire que début janvier. Et Jimmy a été tout à fait d'accord pour la faire immédiatement, sans poser des conditions qui n'étaient pas possible de respecter. Donc nous avons fait connaissance ainsi, et puis c'est lui qui ensuite, en janvier, est venu me proposer de rejoindre le groupe qu'il constituait, puisque c'était un groupe qui n'avait à l'époque qu'une petite affaire de confiserie en Angleterre, et qui est devenu une des grosses affaires de France, notamment dans le domaine agroalimentaire, où nous étions à l'époque pratiquement le deuxième derrière Nestlé. Ouais, c'est énorme. Oui. Énorme. Donc, par la suite, bon, vous êtes ensemble, vous êtes séparés, parce que lui, il est parti ça aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis. Oui. Moi, je suis restée en France pour terminer les activités qu'il y avait en Europe. D'accord. J'allais bien entendu constamment aux États-Unis, mais je restais en France. Oui. Et puis après, il a décidé de faire d'autres choses. Et moi, j'ai eu d'abord ma petite carrière avec Raymond Barre pendant quelques années. Et puis j'avais surtout mon affaire de pétrole au Guatemala qui me demandait beaucoup de travail, qui a été, je pense, un bon succès. Et puis après, comme je vous l'ai dit, j'ai recommencé sur le plan industriel avec Bernard Tapie. C'est pour ça que la première recommandation que j'aurais envie de donner aux jeunes femmes, c'est de ne pas hésiter à changer constamment de métier si elles ne se sentent pas bien. La chose la plus importante, c'est de se sentir libre et de faire son travail avec gaieté. C'est pour ça, et il ne faut pas hésiter à en changer si ce n'est plus le cas. J'ai quand même commencé comme sténodactylo, puis comme banquier, et puis ensuite comme pétrolier, et puis ensuite comme patron d'Adidas. Ça fait des choses un peu différentes, et c'est très bien. C'est toujours bon d'apprendre, apprendre et faire des choses différentes si on se sent mieux. Exactement. Donc c'est en 1988 que vous avez rencontré Bernard Tapie? J'ai rencontré Bernard Tapie en 1980, je ne m'en rappelle plus. Fin 80, dans les fins des années 80, au début des années 90. D'accord. Comment c'est venu cette rencontre? C'est lui qui est venu vers vous? C'est vous qui est venu vers lui? Je le connaissais depuis déjà quelques années parce qu'il avait voulu qu'à un moment donné, que nous rachetions ses affaires dans le groupe de Jimmy. Ça n'a pas pu se faire, donc je le connaissais déjà. Et quand il a acheté Adidas, comme il ne savait pas un mot d'anglais, un mot d'allemand, et qu'il lui était donc difficile de gérer cette affaire quand même, il m'a demandé si je devais accepter la présidence, d'être dans le conseil de surveillance. J'ai commencé comme ça, puis j'ai eu la présidence du conseil de surveillance, puis j'ai eu la présidence du directoire, et à nouveau la présidence du conseil de surveillance quand Robert Louis Dreyfus l'a racheté. Toutes ces affaires vous a permis aussi de voyager, parce que vous adorez voyager. Oui. J'ai voyagé partout dans le monde, vraiment dans beaucoup d'endroits. C'est ce que vous voulez aussi, voyager. Beaucoup l'Amérique du Nord, beaucoup l'Angleterre, beaucoup l'Allemagne quand j'étais chez Adidas. J'y étais toutes les semaines. Je passais pour le week-end, je passais le week-end pour être avec mon mari, mais sinon j'étais toute la semaine en Allemagne. Non, je suis allée un petit peu partout. En Chine aussi, pour Adidas, au Japon, pour le Conseil économique et social. J'avais été membre du Conseil économique et social. On m'avait demandé de faire un rapport sur le Japon, donc je suis allée un certain nombre de fois là-bas. Non, je suis allée un peu partout, pas en Australie, c'est le continent qui me manque. Qui vous manque. Donc vous dites que le couple professionnel, c'est important. Je considère que ça apporte une vision beaucoup plus élargie. Beaucoup plus élargie d'une affaire. Chaque fois que nous avions acheté une affaire, Jimmy et moi, nous l'avions fait à partir, je dirais, de réactions un peu différentes et complémentaires. Je crois beaucoup que les meilleures équipes de direction d'un groupe sont composées d'hommes et de femmes, et en particulier d'un homme et d'une femme. Je connais un peu la collaboratrice de Pinault, par exemple, qui, j'ai un trou de mémoire, je ne vais pas vous le rappeler tout de suite, mais enfin, j'aime beaucoup et je la connais bien. Et je pense que Pinault n'aurait jamais réussi de la même façon si elle n'avait pas été là. Je vous la donne à titre d'exemple, mais il y a bien d'autres semblables qui montrent que nous avons, nous femmes, une conception différente
de la vision des affaires et que par conséquent, nous pouvons apporter des éléments nouveaux importants dans la prise de décision de la cession ou de l'acquisition d'une affaire ou d'une société ou d'une activité. Il y a plus de femmes qu'avant, j'imagine, dans le monde des affaires. Ah, heureusement, Oui, heureusement, non. Je dois dire que ce soit Simone Veil sur le plan politique, dont on parle beaucoup aujourd'hui, mm, ou moi-même, nous sommes un peu des dinosaures, parce que quand nous avons commencé, nous n'étions pas nombreuses, pour ne pas dire uniques, c'est vrai. mais maintenant, Dieu merci, les femmes ont conquis beaucoup plus de pouvoir. J'en suis absolument ravie, à une condition, c'est qu'on considère bien que nous sommes complémentaires des hommes et non pas concurrents. Oui, Parce que si on est concurrent, on fait ce que font les japonaises, ce que font les américaines, et que je n'aime pas du tout, qui est, si vous voulez, de lutter les uns contre les autres. Moi, je préfère que nous soyons des couples d'affaires. oui. C'est pas de la compétition, c'est de la collaboration, quoi. Voilà, tout à fait. La complémentarité. Exactement. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour ceux et celles qui veulent se lancer justement dans cet univers, le monde des affaires? Mon Dieu. D'abord, de rester toujours libre. Oui, Je crois que c'est le titre de mon livre et je crois que c'est tout à fait capital. Comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir beaucoup de flexibilité oui, et de ne pas hésiter si une affaire ne marche pas, si une activité n'est pas bonne ou si on ne s'y sent pas bien, de l'abandonner plutôt que de ronchonner dans son coin. Les pires choses que j'ai vues, ce sont des hommes comme des femmes qui étaient de grande valeur et qui, à force de rester longtemps dans une entreprise où ils ne se sentaient pas bien, n'ont plus été capables ensuite de changer et ont perdu vraiment une partie de leur vie. Donc ça, de ne pas hésiter quand on ne se sent pas bien, de partir. Naturellement, il faut assurer ses arrières, c'est-à-dire savoir ce que l'on va faire après, mais sous cette réserve-là, je crois que c'est très très important. Donc la flexibilité, la liberté, la flexibilité me paraissent deux éléments importants. Et voilà, à partir de ce moment-là, on peut faire un peu n'importe quoi. Et avoir confiance en soi, c'est très important. très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Un dernier mot à ajouter. Oui, Il faut aimer la vie. J'aime la vie, je suis sûre que vous aimez la vie. Et je crois que quand on l'aime et quand on est prête à, je dirais, à la manger, beaucoup, on arrive toujours à faire des choses merveilleuses. La vie est fantastique. c'est vrai. Bah, sur ce, merci pour tout, Madame Beau. Je vous en prie. Puis bon voyage. Bon, merci beaucoup et bonne chance à vous aussi. Merci.